Oui, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui Synodis avec Intersystem sur la construction d'entrepôts de données de santé avec deux focus, un focus RGPD et un focus chiffrement. Donc, en premier lieu, on va vous présenter un petit peu l'historique de Synodis, créé en 2011, donc un peu plus de 10 ans. C'est 40 personnes en France et en Tunisie, avec une croissance donc, de 2021 à 2022 de 25%. 4 branches métiers, conseil, assistance à maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, intégration technique et puis marche courante. Donc le parc client avec les établissements de santé publics, essentiellement des GHT, les établissements de santé privés, les éditeurs et intégrateurs de SI de santé, qu'on peut retrouver ici sur l'ensemble de Santé Expo, les instances structurantes avec qui on travaille le plus, l'Agence numérique de santé puis l'ANAP, et ensuite l'écosystème santé, tous les intégrateurs et industriels qui veulent intégrer les systèmes d'information de santé. Et puis une activité hors santé, essentiellement en intégration. Au niveau de l'intégration, on peut voir deux volets. Une volet historique qui est autour des demandes ad hoc de spécification, développement, conception, mise en œuvre de flux et d'API. Donc là-dessus, c'est des expertises essentiellement en interopérabilité, en santé, sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée, du cadrage à l'implémentation. Et puis on va se focaliser un petit peu sur les entrepôts de données, qui est le but de cette discussion. Déjà pour expliciter ce qu'est un entrepôt de données et la différence entre un entrepôt de données et un entrepôt de données de santé. Donc là, on peut voir plusieurs typologies de clients, donc privés et publics, sur ces thématiques. Donc des serveurs de résultats patients, un EDS, la refonte d'une banque nationale d'Alzheimer, un entrepôt Fire référentiel pour l'Agence numérique de santé. Donc là, on va traiter des sujets de RGPD, de RSSI, de chiffrement, pseudonymisation, anonymisation et tout ce qui est stockage. Donc pourquoi on en arrive à parler aux entrepôts, c'est que dans le cadre de l'implémentation de la santé connectée, on va passer d'un système hospitalo-centré à une vision patient 360. Et dans ce cadre-là, afin de simplifier l'exploitation des données et structurer les filières numériques, les entrepôts de données répondent à cet enjeu-là grâce à leur capacité à s'interopérer plus facilement que les systèmes qui étaient implémentés auparavant. Donc là, ça reprend un petit peu les différentes thématiques de chantier d'innovation. Voilà. Et donc ici, on est représenté dans le cadre de la mise en place de ces marketplaces de services. Donc pour réussir la transformation numérique en santé, et afin d'urbaniser, d'apaiser les données, on va mettre en place des entrepôts. Nos use cases, un peu détaillé par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Donc un premier niveau, un digital front door, c'est-à-dire exposer les services d'un groupe ou d'un opérateur de soins vers l'extérieur, vers les systèmes externes. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place pour Fresenius au travers de l'implémentation d'un serveur Fire. Construction d'un entrepôt Fire référentiel pour permettre le partage, donc urbaniser les SI de santé et partager les données autour des praticiens et des organisations. Donc pour l'ANS, ça c'est un projet qui est en cours et qui va intégrer le Ségur. Mise en place d'un entrepôt de données de santé qui nous concerne aujourd'hui pour l'Institut Paoli Calmette en partenariat avec Intersystem. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cadrer des besoins RGPD, parler de chiffrement, de pseudonymisation et de suivre les préconisations CNIL. Et donc l'ensemble des réalisations concerne à la fois du cadrage et puis l'implémentation projet, donc déterminer un plan projet qui est en correspondance aux prérequis CNIL. Et puis la BNA, donc la refonte de la Banque nationale d'Alzheimer, qui intègre à la fois un volet métier et un volet EDS qu'on pourra détailler plus tard. Donc les typologies d'entrepôts, je vais laisser la suite à Virginie pour expliciter la différence entre un data lake et un entrepôt de données de santé.
Donc, les différentes typologies d'entrepôts, hein, on a différents types concernant la routine clinique qui est donc de la continuité de soins. On a des EDS dédiés aux essais cliniques et d'autres EDS vraiment dédiés à la recherche clinique, recherche médicale. Tous ces entrepôts répondent à différentes finalités, différents objectifs. Et en fonction de ces objectifs, différentes mesures de sécurité, de protection des données seront à appliquer et je vais vous en parler juste après. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un EDS? C'est donc au sens de la CNIL, hein, une base de données destinée à être utilisée pour justement ces différentes finalités que je vous ai citées juste avant, par des responsables de traitement, donc des hôpitaux, des CHU, des GHT, voilà, ça peut être plein, ou des entreprises privées, donc en vue de réutiliser des données qui ont été collectées initialement dans le cadre des soins. La plupart du temps, il s'agit de ce type de collecte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces traitements de données, du coup, doivent respecter un certain nombre de critères dont Yann a commencé à vous parler juste avant. Et ces critères, ils sont référencés dans un référentiel que la CNIL a publié il y a quelques mois en arrière et que les acteurs publics doivent respecter notamment. Ce qu'il faut savoir concernant les EDS aussi, c'est que certaines finalités, certains usages ne sont pas autorisés, comme le commerce, donc la promotion de produits qui sont mentionnés, produits pharmaceutiques, etc. Donc on a également aussi l'exclusion de garanties de contrats d'assurance, donc que ce soit de l'assurance personnelle ou de l'assurance santé. Quelle méthodologie d'implémentation des entrepôts de données de santé? En fait, on va expliquer un peu comment quelle méthodologie on utilise pour implémenter les technologies intersystèmes et en se focalisant sur une partie aussi mesures techniques au-delà de la partie développement classique d'un projet, quoi. La première chose qu'on va faire, c'est faire une étude de cadrage sur plusieurs volets. Donc étude de cadrage à la fois partie métier, donc sur la partie métier, définir les circuits des patients, donc à la fois en continuité de soins, en routine clinique, et puis sur les données de réutilisation, donc qui concernent réellement les entrepôts de données de santé, tout ce qui concerne les essais cliniques, la recherche clinique. On va déterminer les process et les parcours, et puis permettre de définir les orientations fonctionnelles et techniques attendues de l'entrepôt, afin de déterminer la couche d'interopérabilité et les terminologies de santé à utiliser. Et un dernier point, et non des moindres, au niveau de ces cadrages, c'est les dictionnaires de données, c'est-à-dire les sources de données, mais aussi de façon atomique les données qui vont être utilisées dans le cadre de l'entrepôt. Et bien s'assurer que cela va répondre aux contraintes RGPD et RSSI. Donc à partir de ces premières données métiers, on va pouvoir se focaliser sur la partie RGPD et RSSI. Une fois que ça c'est finalisé, l'architecture technique qui va être utilisée. Comment on va stocker les données? Est-ce qu'on va stocker ces données en Fire, en OMOP ou avoir une modélisation propre? Est-ce que ça va être du stockage SQL, NoSQL? Quelle couche de chiffrement? Comment on va gérer les data mart? Ça c'est l'ensemble c'est une partie en tout cas des contraintes, des décisions à prendre pour pouvoir implémenter et définir notre plan projet. Donc voilà, étude de cadrage qui va durer entre 15 et 40 jours en fonction de la taille de l'entrepôt et des typologies de données à traiter. Donc la partie RGPD, je vais laisser la parole à Virginie. Alors, concernant la conformité de ces projets, je vous l'ai cité juste avant, un référentiel existe pour encadrer la mise en œuvre de ces entrepôts de données de santé. Donc, en plus du référentiel, la CNIL a publié une checklist qui comporte un certain nombre de critères, au total 116 critères. Qui vont de l'exercice des droits, de la manière dont on accède aux données, de la manière dont on anonymise, on sécurise les données d'une façon générale, l'hébergement, voilà. Donc tout un tas de critères à respecter. Il faut savoir en fait que ce référentiel est applicable dans certains cas et dans certains cas il ne l'est pas. Donc notamment pour les sociétés privées qui ont un objectif, qui poursuivent un objectif d'intérêt légitime et donc qui n'est pas dans l'intérêt public. La médecine préventive, en gros préventive, diagnostics médicaux qui revient finalement à mettre en œuvre un DPI, les dossiers patients informatisés étant inclus dans la continuité de soins et la prise en charge des patients au quotidien, ne relève pas des entrepôts de données de santé.
Donc lorsque le consentement également des gens, des personnes, des gens qui ont été pris en charge a été recueilli, pareil, la réutilisation peut donc être mise en œuvre. Et les entrepôts qui sont appareillés au système national de données de santé ne sont pas non plus concernés puisqu'ils font l'objet de démarches particulières pour justement faire en sorte que les données soient envoyées au SNDS ou extraites du SNDS selon le cas. Donc être en conformité avec le RGPD dans le cadre de la mise en œuvre d'un EDS, c'est aussi mettre en place donc, ces mesures techniques et organisationnelles. Donc la technique, c'est la partie évoquée plus par Yann. Et quant à la partie organisationnelle, ça va de des procédures internes, par exemple, pour gérer l'exercice des droits des personnes dont les données sont réutilisées. Pour ce faire, donc, est également nécessaire la réalisation d'une étude d'impact sur la vie privée des personnes concernées dans la mesure où les données de ces personnes ces personnes sont considérées comme des personnes vulnérables au regard de la réglementation et qu'il s'agit également d'un traitement à grande échelle. Donc voilà, toutes ces étapes finalement sont nécessaires pour arriver à un point ultime qui est la déclaration de conformité de l'EDS ou de faire une demande d'autorisation santé ou recherche en santé qui est encore à un niveau supérieur. Donc plusieurs phases sont nécessaires pour la mise en œuvre d'un EDS. Tout d'abord, auditer, en gros, diagnostiquer et voir quel est finalement l'état de conformité initial du partenaire pour lequel on va monter ce projet. Ensuite, il faut définir toute la gouvernance et l'administration de l'EDS avec différentes instances qu'il faudra créer pour pouvoir administrer cet EDS, puis encadrer donc, les pratiques, notamment professionnelles pour traiter les demandes d'exercice des droits. La sous-traitance également, la contractualisation est aussi un point très important. Produire ensuite aussi tous ces livrables qui seront à un moment nécessaires pour engager cette déclaration de conformité ou cette demande d'autorisation santé. Voilà. Donc, et tout au long du projet, et régulièrement réévaluer les typologies de données qui sont versées dans l'entrepôt, puisqu'il s'agit de ces typologies de données vont servir à construire ce fameux dictionnaire de données dont parlait Yann, et qui vont également servir, ce dictionnaire va également servir donc, à construire les fameux data marts. Voilà. Donc, comment s'y prendre? Donc, rapidement, les différentes étapes. Donc, Yann en a parlé tout à l'heure. Le cadrage, et de la conception en passant par la construction, le test, la production et la réévaluation. À chacune de ces étapes, il y a des critères de conformité à respecter, et ces projets s'accompagnent le plus souvent d'un délégué à la protection des données. Voilà, on a des profils métiers qui sont complémentaires, la partie technique et la partie juridique, protection des données qui est présente. Donc, pour vous donner une idée de la temporalité, voilà, c'est vraiment sur un projet type, en moyenne, le temps qu'il faut pour chacune des phases pour réussir à atteindre les différents objectifs, les fameux 116 critères qui vous ont été énoncés tout à l'heure. Pour atteindre ces différents critères, plusieurs types d'ateliers sont nécessaires, dont celui qui concerne une étude d'impact, qui est absolument indispensable. Et ça passe par des engagements contractuels, l'information, l'exercice des droits, le cycle de vie des données aussi, combien de temps va-t-on garder ces données, par exemple, et toute la partie déclaration CNIL et réévaluation de la conformité de l'entrepôt à fréquence régulière. Voilà, donc on a parlé sur le RGPD. Maintenant, une deuxième thématique qui est vraiment relative aux mesures CNIL, c'est le chiffrement qui est imposé au niveau de la mise en place d'un entrepôt de données de santé. Et on va exposer un petit peu les spécificités relatives à cette thématique. Donc là, un exemple d'architecture fonctionnelle bâtie sur Intersystem, donc Iris for Health, avec, on peut le voir, une séparation des données patients, donc identité mouvement, des données cliniques et des données praticiens. Au préalable, au travers du bus, on a fait une pseudonymisation des données, avec aussi mise en place de tables de correspondance pour pouvoir réidentifier les données. Ça, c'est un point qui est demandé. Donc là, il y a plusieurs mesures techniques. Donc séparation logique des données patients, cliniques et praticiens, et les données de localisation si présentes. Donc on pourrait même avoir une quatrième base si besoin, si nécessaire plutôt. Chiffrement des bases de données at rest. Et ensuite, pour les données identifiant de patients, les données génomiques, c'est chiffrement des données avec une clé distincte. Donc ça, c'est précisé par la CNIL. Et puis en amont,
l'entrepôt, vous avez le système d'information hospitalier avec l'ensemble des interfaces qui permet d'alimenter l'EDS, voire des sources externes, complémentaires, qui permettent d'enrichir l'entrepôt. Au niveau de la pseudonymisation, donc ça c'est deux process. Un process donc avec hachage salé pour la partie IPP identifiant du patient, la même chose pour les codes praticiens. Donc là c'est comme ça que nous on l'a implémenté. Et puis après on encode en base 64 dans le serveur Fire. Donc là c'est le cadre de ce projet-là où l'EDS a été choisi, c'est sur la norme Fire, donc Fire centric. Voilà, donc du coup on intègre les données dans un entrepôt Fire. Donc ça, c'est alors ce qu'on peut voir, pourquoi on a mis ce slide en termes d'architecture fonctionnelle, c'est pour expliquer qu'en fait, on peut voir qu'il y a plein de briques différentes et que l'exploitation de la donnée peut être faite par rapport au service rendu. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche à faire, c'est d'ajouter des briques, que ce soit par exemple sur la sémantique en termes de terminologie, que ce soit sur le chiffrement avec des options premium, que ce soit sur l'anonymisation. Donc le but étant de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques. Ça peut être aussi métier comme le ICRF. Voilà, donc notre approche, c'est de développer aussi, pour garder son agilité, ajouter des briques au corps modèle par des partenariats. Donc voilà, bon, là vous pouvez le voir sur les démos sur le stand. Donc on a un renforcement du chiffrement avec, par exemple avec un partenariat avec Cosmian, avec l'implémentation d'un KMS qui va permettre de stocker les clés, et avec un chiffrement asymétrique post-quantique via leur librairie Cloud-Proof Encryption. Et on peut faire la même chose sur tout ce qui est automatisation d'extraction des données ou anonymisation des données, comme par exemple avec Clever Identity, sur les études de cadrage et les outils de suivi de la force de l'algorithme tout au long du projet. Et puis on peut aussi traiter tout ce qui est données synthétiques, valorisation des données. Donc là on en est au début un peu pour nous de ce circuit-là d'enrichissement de blocs, soit métier, soit technique, en vue de renforcer la couverture fonctionnelle et technique des entrepôts qu'on peut proposer à nos clients. Donc c'était le dernier slide. Donc si jamais vous avez des questions, nous restons à disposition. Merci. Au revoir.